Le top 4 pound for pound de l'UFC est aujourd'hui composé à 100% de combattants venus du Caucase. Bon, ça c'était vrai avant l'UFC 323 et la performance exceptionnelle de Petroyan. Géorgie, Daghestan, Tchétchénie, Arménie, ce sont de petits pays composés de seulement quelques millions d'habitants, mais qui représentent les plus grandes réserves de champions de la planète. Dans toutes les divisions, ils s'imposent. Il n'existe que deux exceptions, les catégories des 57 kg et des poids lourds. Ce sont en effet les seules catégories qui ne comptent pas encore un guerrier des montagnes dans leur top 3. Et pour le reste, le Caucase a totalement pris le contrôle. Depuis que Khabib Nurmagomedov a écrasé la concurrence et imposé son règne, une vague déferle sur le MMA mondial. Et il y en a des dizaines qui arrivent derrière. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une mode, c'est une domination. If you want your son high level wrestling, send him 2-3 years Dagestan and forget. Pour comprendre la domination actuelle du MMA, il faut d'abord comprendre le Caucase. C'est une chaîne de montagnes coincée entre la Russie, la Turquie et l'Iran, avec la mer Noire à l'ouest et la mer Caspienne à l'est. Une région à peine plus grande que l'Espagne, mais divisée en une mosaïque de pays. Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan et plusieurs républiques autonomes rattachées à la Russie comme le Daghestan, l'Ingouchie, la Tchétchénie. Des pays qui cumulent à peine 30 millions d'habitants au total, mais qui produisent plus de champions que des nations de 200 millions. Comment est-ce possible? Le Caucase est souvent appelé la montagne des langues. On y trouve des ethnies turciques, indo-européennes et caucasiennes. Au Daghestan, par exemple, il existe plus d'une dizaine d'ethnies et autant de langues et de dialectes. Pourtant, malgré leurs différences, la force physique est une valeur centrale. Pour comprendre leur mentalité, il faut regarder d'abord leur histoire. Outre la chute de l'URSS en 91 qui a donné lieu à de multiples guerres de territoire, les nombreuses ethnies de cette région ont régulièrement dû se défendre face aux empires perses, ottomans ou encore russes. La Géorgie est un pays qui n'a presque jamais connu la paix, envahi tour à tour par les différents empires et plongé dans un chaos violent après la chute de l'URSS dans les années 90. Le Daghestan, quant à lui, n'a pas été épargné non plus. Instabilité, révolte, terrorisme, opérations militaires et une pauvreté écrasante dans de nombreux villages où l'on apprend à se battre avant même d'apprendre à rêver. L'Arménie porte encore les cicatrices du génocide de 1915, un peuple marqué par des guerres incessantes autour du Haut-Karabakh, une nation littéralement façonnée par la survie. L'Azerbaïdjan vit lui aussi dans une logique de conflit permanent pour le Karabakh, un pays où la militarisation fait partie du quotidien. Et enfin, en Tchétchénie, deux guerres terribles contre la Russie, en 94 puis en 99, ont ravagé la région. Des centaines de milliers de morts et une culture du combat qui n'est pas un choix, mais une façon de vivre. Après, cette zone-là du monde, c'est une zone où il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup d'hommes qui ont des vies difficiles là-bas. Donc forcément, ça crée des gens qui ont des mentales, tu vois. Bref, vous l'aurez compris, dans le Caucase, beaucoup d'enfants grandissent dans un environnement où l'insécurité fait partie du quotidien, la pauvreté est omniprésente, et la force n'est pas un avantage, mais une nécessité pour exister. Le combat n'est pas un simple sport, c'est une culture inscrite dans leur ADN, une culture vieille de plusieurs siècles, forgée par les traditions, la guerre, et la survie. Historiquement, deux nations dominaient sans partage le MMA mondial, le Brésil et les États-Unis. Que ce soit à l'UFC ou au WEC, qui a ensuite été absorbé par l'UFC en 2010, les ceintures passaient presque toujours entre leurs mains. Des légendes comme Royce Gracie, Dan Severn, Vitor Belfort, Tito Ortiz, Anderson Silva, José Aldo. La liste est longue. Et mis à part quelques exceptions comme le russe Oleg Taktarov ou les Canadiens Carlos Newton et Georges Saint-Pierre, la suprématie USA-Brésil a régné pendant plus de 20 ans. Le Brésil avait évidemment une longueur d'avance. Le MMA n'était qu'un dérivé du Vale-Tudo, leurs combattants arrivaient déjà avec du JJB, du Muay Thai et une grosse réserve de combattants des académies de la Shootbox et de la Brazilian Top Team. Les États-Unis, eux, avaient tout le reste. Ils ont démocratisé, structuré et réglementé le MMA. En plus de posséder les plus gros réservoirs d'athlètes en boxe anglaise et en lutte, deux bases parfaites pour performer dans la cage. Mais aujourd'hui, tout a changé. Sans Alex Pereira qui est revenu chercher son titre face à Ankalaev, il n'y aurait plus un seul champion issu des deux pays. De 2019 à 2022, c'est l'Afrique qui dominait, avec Ousmane, Adesanya et Ngannou. Mais l'élite du MMA mondial s'est déplacée, et il pointe clairement vers le Caucase. Et il y a une raison à cela, et c'est le sambo. Je te coupe 2 secondes dans la vidéo pour te dire que tu peux maintenant soutenir la chaîne en souscrivant un abonnement. Il y a plusieurs paliers qui te donnent accès à différentes récompenses. Je vais aussi commencer des streams avant chaque événement de l'UFC pour qu'on puisse discuter ensemble et faire nos pronos. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Le sambo, c'est un art martial créé par l'armée rouge. Pour une seule chose, gagner un combat vite et proprement. Projection, contrôle, soumission, on a un mélange de judo, de lutte, de boxe et de self-défense militaire. Et si ce sport a eu beaucoup de succès, c'est bien dans le Caucase, des régions où la lutte est une tradition et où le sambo devient un ascenseur social. Et parmi les légendes du MMA, il y en a beaucoup qui ont pratiqué le sambo. Fedor Emelianenko, 3 fois champion du monde de sambo,
Khabib Nurmagomedov, 2 fois champion du monde de combat sambo, et bien entendu Islam Makhachev, champion du monde 2016 de sambo. Merab Dvalishvili est vice-champion du monde, mais bon, c'est à part car il avait déjà commencé sa carrière à l'UFC quand il a participé aux mondiaux en 2019. Et bien entendu, on n'oublie pas Ikram Aliskerov, 3 fois champion du monde aussi. Alors, pourquoi ça marche? Parce que le sambo a été pensé pour dominer, un style brut, efficace, et quand ces gars arrivent à l'UFC, ça se voit. Lutte en chaîne très difficile à stopper et un contrôle au sol étouffant. Et quand le sambo est jumelé au grappling pour aller chercher des soumissions, ça donne des rouleaux compresseurs tout simplement impossibles à stopper. Bon, maintenant on va parler des combattants, sans forcément rentrer trop dans le détail car il y en a beaucoup et on va voir leurs forces et leurs faiblesses pour essayer d'en tirer une conclusion. Évidemment, si tu veux une vidéo complète sur l'un des combattants, écris-le en commentaire. S'il y a bien un groupe de combattants qui a mis le coca sous les projecteurs, c'est le clan Nurmagomedov. Khabib, Islam, Umar, Ousmane. Au total, c'est 96 victoires pour seulement 2 défaites. Et ils viennent tous de la même école. L'école Abdulmanap Nurmagomedov. Un style simple, entraînement dur, lutte, discipline, respect. Pas de chichi, pas de blabla, que du boulot. Quand Khabib arrive à l'UFC, il n'a quasiment aucun striking, juste une lutte monstrueuse. Et malgré ça, il domine absolument tout le monde. Mais avec le soutien de Javier Mendez à l'AKA en Californie, il progresse. Encore et encore. Jusqu'à mettre le premier knockdown de sa carrière à Conor McGregor. On l'a jamais vu saigner, jamais vu reculer, jamais vu paniquer. Et si son père n'était pas décédé, il aurait probablement continué à régner jusqu'à transmettre la ceinture directement à Islam sans jamais la perdre. Et même si on adore Charles Oliveira, soyons honnêtes, vu son niveau contre Conor, Poirier ou Gaethje, Khabib aurait sûrement fini avec 4 ou 5 défenses de plus, et il y aurait peut-être moins de débats sur qui est le GOAT. Quand Islam arrive à son tour, beaucoup se disent c'est un Khabib 2.0, mais avec du striking. Et c'est vrai. Il a la même base, la même lutte, la même rigueur. Mais techniquement debout, il est largement au-dessus. Il n'est pas le remplaçant de Khabib, c'est la version améliorée. Le produit d'une école qui évolue d'année en année. Son enchaînement Oliveira, Volkanovski par 2 fois, Poirier, Moïcano en remplacement de Saroukian, puis JDM en 77 kg est juste fou. Il est froid, puissant, et même dans la catégorie du dessus, il est apparu monstrueux dans la cage contre JDM. J'ai eu la chance d'y être, et ouais, c'était flagrant. Et en vrai, je suis tellement content qu'il soit monté en 77 kg. Déjà pour sa légende, forcément c'est une grosse étape, mais ça permet aussi à Ilia et à Arman de développer une véritable histoire. Et quant à Ousmane et Umar, les cousins, Ousmane est présenté par Khabib comme le combattant qui va prendre la suite d'Islam. I think Ousmane is right now one of the best lightweight in the world. You know, I was before, now is our brother Islam, and Ousmane is next. And you know, this is dynasty. I think many years people gonna talk and they don't even understand why. Because we work so hard and we believe to Allah and we believe ourselves. Il est très complet et physique. Il a mis beaucoup de KO en début de carrière, mais plus depuis 2021. Et même s'il sort de 2 victoires difficiles contre le super talentueux Paul Hughes, il a, je pense, tout pour s'imposer dans le top 5 de l'UFC s'il y va un jour. Sauf qu'être top 5 de l'UFC quand t'es un Nurmagomedov, c'est pas suffisant. Et concernant Umar, il est aussi très talentueux, avec une lutte de très haut niveau et une condition physique tout juste folle. Il sort d'un combat très disputé contre Mario Bautista, et ce qu'on peut voir, c'est que la domination par la lutte est une des clés du clan. Mais Umar et Ousmane sont pas encore arrivés à maturité comme Islam. Et Umar aurait déjà obtenu la ceinture s'il avait pas eu la malchance d'affronter un alien qui vient lui aussi du Caucase. La Géorgie était aussi très bien représentée avec 2 champions dans l'organisation. Et il paraissait tout simplement intouchable. Enfin, avant l'UFC 323. Merab d'abord, c'est l'épine dans le pied du clan Nurmagomedov, car il a montré une lutte et un cardio supérieur à celui d'Umar dans un combat pour le titre absolument fou. Malheureusement, c'est clairement tout ce que Dana déteste. 14 victoires à l'UFC pour seulement 2 finishes. Et pourtant, avec 4 combats en 2025, il est très actif. Il domine et essore absolument tous ses adversaires, mais ne les termine pas. Sa domination est tellement incroyable que personne ne le voyait perdre, et tout le monde s'interroge sur son cardio qui paraît tout simplement irréel. Si tu veux en savoir plus, va voir la vidéo que j'ai faite à son sujet. Il vient de perdre sa ceinture contre Petr Yan qui a tout simplement sorti le combat de sa vie. Merab a demandé sa revanche dans la foulée lors de l'Octogone Interview, à voir si Dana accepte. Mais il faut quand même savoir que Merab a quand même fait 4 combats cette année, avec donc
4 cuttings en préparation de gros combats pour le titre, et clairement c'est extrêmement rare d'enchaîner autant de défenses en si peu de temps. Donc j'imagine qu'il a dû accumuler une certaine fatigue cette année quand même, et ça c'est à cause du désamour de Dana envers son style. Un désamour qui pousse Merab à prouver qu'il mérite d'être là. Ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on a eu des éléments de réponse concernant la façon de battre ce style. Yann, c'est un des meilleurs boxeurs de l'UFC. Incroyablement complet, il a une super défense de lutte et de grappling, ce qui fait qu'il n'a jamais été mis KO ou soumis. Il a traversé une sale période de 2021 à 2023, mais depuis qu'il vit en Thaïlande, il commence à mixer un gros travail de boxe thaï et d'anglaise qui le rendent ultra dangereux, mais aussi très efficace défensivement grâce au clinch et à sa défense de lutte. 90% de défense de takedown, la stat veut tout dire. Et on a pu voir que si on arrive à tenir physiquement en ne se retrouvant pas le dos à la cage et en créant le doute avec un gros striking, que ce soit en uppercut sur les entrées de lutte et le travail au corps, on peut ralentir un lutteur du niveau de Merab. Clairement, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais ça peut donner des pistes à Nassour pour Khamzat. Ilia Topuria est le deuxième représentant du pays, et je vais être clair, pour moi c'est le combattant le plus impressionnant de l'UFC. Déjà physiquement, on le voit, il est musculairement très dense et extrêmement puissant. On l'a souvent comparé à Conor, les tatouages, la grande gueule, mais honnêtement, on est un ou deux niveaux au-dessus. 17 combats, 15 finishes. Là aussi, encore une fois, la stat veut tout dire. Il met KO les meilleurs strikers et soumet les meilleurs grappleurs. Contrairement à tous les combattants précédents, il n'a pas vraiment un style de lutteur, mais plutôt une anglaise terrifiante, rapide et ultra puissante. Et aussi un niveau de grappling absolument monumental, puisqu'il est la première ceinture noire de Géorgie. De mon point de vue, c'est le combattant le plus complet du roster UFC. Il a pour moi deux principaux défis à relever avec Arman et Islam. Le seul détail qui pourrait freiner son ascension et potentiellement devenir le premier triple champion de l'histoire, c'est sa taille, seulement 1m70. Avec son divorce, il va être loin de la cage pendant quelques mois pour se concentrer sur sa famille, visant un retour pour l'UFC Maison Blanche à mon avis. En attendant, pour l'UFC 324, c'est Gaethje et Pimblet qui ont été choisis pour le titre intérimaire. Et même si l'UFC compte sûrement sur une victoire de Paddy, car il a déjà eu une embrouille avec Ilia, c'est totalement incompréhensible, pour pas dire injuste, après la performance de Tsarukyan face à Hooker. Et en parlant de lui, ça me fait une occasion de parler de tous les prétendants au titre. On commence donc par l'Arménie avec Arman Tsarukyan. Un physique de fou, il frappe fort, il a une lutte et un grappling de très haut niveau, une grande gueule, il est provoquant, bref, il a tout pour être une star. Son seul problème, finalement, c'est qu'il a un profil assez similaire à celui de Topuria. Il ne compte que 2 défaites à l'UFC, Islam pour ses débuts dans l'organisation, et Mateusz Gamrot dans un combat de fou avec un niveau de lutte et de grappling juste mouah. On en a parlé brièvement, mais depuis sa blessure au dos à l'UFC 311 qui a annulé sa revanche contre Islam, on dirait bien que l'UFC veuille le punir et le faire attendre avant un nouveau combat pour la ceinture. Toute la catégorie 70 kg est en pleine mutation, mais pour moi il va conserver sa place de challenger numéro 1 sur 2026. En effet, il y a déjà de très gros combats d'annoncer, avec Gaethje contre Paddy et Holloway contre Oliveira pour la ceinture BMF. Et putain, j'ai pas envie d'en voir un des deux perdre. BSD a lui été annoncé contre Hooker pour fin janvier, et ça laisse entrevoir un possible top 5 d'ici la fin de l'année. Voire même un combat contre Holloway ou Oliveira pour aller chercher cette ceinture BMF. Ça commence à être du très haut niveau, et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, évidemment, on a notre Nassour national, le Dagestanais au striking destructeur. Ses victoires contre Borayo et Adesanya ont prouvé au monde entier son talent, et ont fait oublier sa défaite contre Sean Strickland où il avait clairement sous-performé. Actuellement 2ème du ranking 84 kg, il est plus que jamais pressenti pour affronter Khamzat Chimaev pour le titre. Bon, on va pas se mentir, il est pas du tout favori dans ce combat, en grande partie parce que la lutte de Chimaev est la plus impressionnante de l'UFC, et c'est pas la partie où Nassourdine brille le plus. Enfin, c'est ce que la plupart des gens pensent, mais la vérité c'est qu'il a une excellente défense de lutte et de grappling, on l'a vu littéralement revenir des enfers dans son combat contre Brendan Allen. Il est sans aucun doute le meilleur boxeur de la catégorie, et si Nicolas Hoth arrive à mettre au point un plan pour pouvoir contrer Khamzat avant qu'il ne mette la main sur Nassour, on pourrait être surpris. Réponse après le ramadan. On continue avec un autre Dagestanais, et un autre striker, Magomed Ankalaev. Il a été champion, mais il a perdu à l'UFC 320 pour le rematch contre Pereira. Et je pense pas qu'il pourra retoucher la ceinture tout de suite, sachant que Pereira lance des perches insistantes pour pouvoir affronter John Jones en poids lourd. Je sais pas du tout ce qui va advenir de la ceinture des 93 kg, mais il est possible que Carlos Hulberg contre Jiri Prochazka soit le prochain combat à faire pour une ceinture intérim s'il y en a une de mise en place. Et le problème d'Ankalaev, c'est pas du tout ce qu'il produit dans la cage, mais plutôt sa communication inexistante et un manque de charisme qui empêche l'UFC d'en faire une superstar bankable. Et on a un autre combattant dans ce cas, c'est Lingush Movsar Evloev. Un palmarès de 18-0 et challenger numéro 1 en 61 kg. Un très gros lutteur qui sait striker, mais qui manque de punch. Résultat, il est à l'UFC depuis 2019 avec 8 victoires sans aucun finish, et 5 combats annulés pour blessure. Le parfait cocktail pour que Dana White ne t'aide pas trop à obtenir une ceinture. Il a récemment dit qu'il était prêt à affronter Lerone Murphy, le 4ème du classement en 17-0,
pour prouver qu'il mérite son title fight. Une sorte de destin à la Merab, sauf que la catégorie des 66 kg a beaucoup plus de superstars potentiels qu'en 61 kg, et Dana peut tout faire pour retarder l'échéance. Bon, comment finir par quelqu'un d'autre que Khamzat? Borz a obtenu une énorme hype dès son arrivée à l'UFC en 2020 avec 3 combats en seulement 65 jours. Et le tout sans prendre un seul coup. Sa lutte est ultra rapide, puissante, agressive, et il est aussi capable de mettre des KO. Il parle super bien anglais, il sait comment trash talker sur les réseaux, bref, il a tout pour être un phénomène bankable. On le voit déjà champion, mais il traînera de très gros soucis de santé, notamment respiratoires, après le Covid. Ses performances contre Burns et Usman le rendront humain, et on se dit que finalement il n'est peut-être pas le monstre qu'on pensait. Les cuttings extrêmes et les surentraînements avec parfois 5 entraînements par jour vont fatiguer son corps et il n'aura plus le choix, il va définitivement monter en 84 kg. Et c'est le meilleur choix qu'il pouvait faire. Inarrêtable contre Whittaker et Duplessis, il a répondu à toutes les questions sur son cardio. Avec la ceinture à sa taille, il semble plus fort que jamais, et ça va être un sacré casse-tête à résoudre pour Nassourdine. Évidemment, on croise les doigts. Bon, ça fait du monde tout ça. On a parlé brièvement du style de chacun, mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, il y a une énorme différence entre les combattants de l'ouest du Caucase et ceux de l'est. C'est la religion. Les Arméniens et Géorgiens sont principalement chrétiens, alors que les Dagestanais, Ingouches ou Tchétchènes sont musulmans. Et même si ça n'a pas d'incidence sur leur style de combat, ça change radicalement leur façon de communiquer sur les réseaux. On peut dire que Merab et Ilia ont un lifestyle bien différent du clan Nurmagomedov. Ceux de l'Est sont moins dans le trash talk, plus taciturnes, et ils sont bien souvent moins bankable pour l'UFC avant de décrocher une ceinture. Évidemment, Khamzat est l'exception qui confirme la règle. What you need to be? World champion? Girls like terrorists. Mais si on prend l'exemple d'Ankalaev, tout le monde voulait voir Pereira reprendre sa ceinture. Nassourdine a pour la première fois de sa vie fait de la provoque face à Borayo, qui s'est forcé jusque-là de vendre le combat un peu tout seul dans son coin. Et s'ils ont globalement une énorme fanbase russophone, ils sont généralement moins vendeurs. Et l'UFC, c'est une entreprise, pas une fédération. Elle a besoin de créer des stars, des storylines pour vendre des pay-per-view. Donc oui, quand on a un combattant avec un style lutteur qui domine tous ses adversaires sans forcément chercher le finish, et bah Dana White, il aime pas trop ça. Le grand public regarde majoritairement l'UFC pour voir des mecs se tabasser. Et ils ont pas le niveau de compréhension technique pour apprécier un combat avec 20 minutes de top control et comprendre à quel point c'est une dinguerie. Et honnêtement, même quand on l'a, des fois on se fait un petit peu chier quand même. Nassourdine Ilia se distingue par une anglaise d'exception, en plus d'un grappling tout simplement monumental pour Topuria, qui lui permet de finir dans n'importe quel compartiment du combat. Le MMA est un sport encore très jeune, et les pays hors du Brésil et des USA ont mis du temps à rattraper leur retard. Mais l'âge d'or des purs strikers ou grappleurs est clairement fini. Les combattants sont de plus en plus complets et sont capables de rivaliser avec les plus grosses nations dans tous les compartiments. Mais s'il y a bien un domaine où le monde entier compte un retard stratosphérique, c'est bien la lutte. Et par nature, le fait d'emmener quelqu'un au sol pour le contrôler, eh bah c'est fort. C'est bien plus difficile à contrer et surtout extrêmement exigeant en termes de conditions physiques. On l'a vu récemment avec Islam contre JDM ou Khamzat contre Duplessis. Ils peuvent littéralement coller les champions en titre pendant 25 minutes et les nullifier totalement. Et le problème, c'est que pour lutter des contreurs d'exception, bah il faut une lutte encore plus exceptionnelle. Merab contre Umar en est un très bon exemple. Leur niveau est globalement identique, mais la condition physique a fait la différence. Un autre fait à relever, c'est les cuttings extrêmes que leurs corps peuvent supporter et la capacité à les combattre dans la catégorie supérieure assez facilement. Khabib a souvent été qualifié de weight bully car il était super lourd pour un 70 kg et il aurait pu facilement, comme l'a fait Islam d'ailleurs, monter en 77. Hey, you know, we gotta stop talking about my weight because you look like you put on a few pounds. No, You look heavy. 180. 180. And you fight 155? Yeah. Weight bully. Idem pour Khamzat et Topuria qui sont montés très facilement. On l'a dit dans l'intro, mais les combattants du Caucase sont partout dans les tops, sauf en 57 et en poids lourd. On est clairement dans leur ère. Que ce soit par leur mentalité guerrière, leur culture de la lutte et certainement une génétique adaptée à ce sport. Ils ont le mix parfait pour continuer à régner pendant des années. Mais comme toute ère, un jour elle finira s'ils ne s'adaptent pas à leur tour en devenant plus complets. On l'a vu à l'UFC 323, des brèches commencent à être trouvées dans les ligues du roster. Le reste du monde sait maintenant ce qu'ils doivent travailler pour décrocher les ceintures de l'organisation, et ils vont le faire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Évidemment, dis-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, partager et commenter si jamais elle t'a plu. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, n'oubliez pas de vous laver. Peace!